Nous sommes samedi 25 novembre, vous êtes sur la chaîne qui rassemble. Bonjour et bienvenue dans votre édition. Tout d'abord, on évoquera le lancement officiel par Robert Mambébegré de la phase 3 du projet C2D Emploi pour 100 000 jeunes en Côte d'Ivoire. Lancement fait donc par le Premier ministre, un projet du ministère de la Promotion de la Jeunesse qui a pour objet de soutenir et amplifier les dispositifs existants d'accompagnement des jeunes vers l'emploi en Côte d'Ivoire. Fini les fausses plaques d'immatriculation et les doublons de plaques. À Abidjan, depuis le 1er juin 2023, les véhicules et autres engins roulants affichent une nouvelle plaque d'immatriculation. Boaké entre dans la danse. Le lancement officiel du nouveau système initial d'immatriculation des véhicules a été fait cette semaine dans la capitale de Boaké. La journée mondiale de l'alimentation de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, vient d'être célébrée à Dimbokro, au centre de la Côte d'Ivoire, en présence du ministre Kobe-Nankwasi Adjoumani, qui y a exhorté les populations à la bonne utilisation des eaux naturelles. On en parle dans une vingtaine de minutes. Je vous le disais en titre, le Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de vie a procédé hier ici à Abidjan au lancement de la troisième phase du projet C2D Emploi Jeunes. Il vise à contribuer à la diminution du chômage et à l'amélioration de la qualité de l'emploi en favorisant l'insertion professionnelle et citoyenne de la jeunesse ivoirienne. Son coût global est estimé à environ 52 milliards de francs CFA au profit de 81 000 jeunes. D'autres précisions avec Alexis Ouedraogo. Je voudrais joindre ma voix à l'ensemble des jeunes ici pour remercier le gouvernement ivoirien, le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, et notre partenaire, la France, pour ce projet innovant qui est unique. Vous êtes âgé de 18 à 40 ans, qualifié ou non, la phase 3 du projet C2D Emploi vous concerne. Pilotée par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, cette initiative va soutenir et amplifier les dispositifs existants d'accompagnement des jeunes vers l'emploi. Il contribuera à renforcer l'accès des jeunes aux opportunités d'emploi salarié, d'entrepreneuriat ou encore d'engagement citoyen et de volontariat. Doté d'une enveloppe de 51,6 milliards de francs CFA au profit de 81 420 jeunes, ce programme est structuré autour de 3 composantes. Appui budgétaire, appui projet employabilité des jeunes et enfin appui projet service civique. Le ministre Touré Mambadou, qui salue le succès des phases 1 et 2 avec un taux d'insertion qui oscille entre 60 et 75%, salue l'implication des ministres-gouverneurs et insiste sur la priorisation du secteur agricole. Nous sommes partis sur une phase pilote de 10 régions. Aujourd'hui, avec le projet CDD et en lien avec le projet PGDEC avec la Banque mondiale, ce sont les 31 régions de notre pays qui seront couvertes et qui pourront donc agir efficacement pour le compte de l'État en faveur des jeunes. L'appui projet employabilité des jeunes, justement, permettra en cofinancement avec la Banque mondiale d'amplifier la maîtrise d'ouvrage déléguée avec les régions districts en faveur de la formation et emploi des jeunes. Cette cérémonie revêt un caractère tout particulier pour les collectivités territoriales ivoiriennes, en ce sens qu'elle marque le passage à échelle d'un modèle de gouvernance innovant, des projets et programmes de développement qui a fait cette preuve. Ce modèle développé s'est inscrit dans une approche territoriale de la mise en œuvre des politiques publiques et plus spécifiquement des initiatives en faveur de l'amélioration de l'employabilité, de l'insertion et de l'autonomisation des jeunes. Pour le chef du gouvernement, la jeunesse reste la prunelle de la politique de développement du président Alassane Ouattara. Le point d'orgue de cette volonté réside dans la déclaration de faire de 2023 le socle de ses ambitions en déclarant année 2023, année de la jeunesse. À la jeunesse ivoirienne, je voudrais demander de saisir les opportunités offertes par notre pays avec le concours des pays amis. À quelques semaines de la CAN, le Premier ministre n'a pas manqué d'inviter les jeunes à se faire ambassadeurs de l'hospitalité ivoirienne.
Cette CAN, c'est pour vous, c'est pour la Côte d'Ivoire. Vous êtes notre chance, parce que vous serez près de 20 000 volontaires à être aux côtés de tous ceux qui viendront en Côte d'Ivoire pour cette CAN. La visite des stands a permis de redécouvrir les acquis des phases 1 du projet C2D, exécuté de 2013 à 2021 pour un montant de 10,2 milliards de francs CFA ayant impacté 19 261 jeunes, et la phase 2, prévue de 2016 à mars 2024 et touchant à ce jour 27 171 jeunes. Le MMA, c'est le Mixed Martial Arts. Il combine plusieurs disciplines de combat, notamment le judo, le karaté et la boxe. Et l'un des ambassadeurs émérites de ce sport de combat complet est Francis Ngannou, qui est à Abidjan en ce moment. Et hier, il a échangé avec le Premier ministre, ministre des Sports. Témoignage Samuel Metch de RTI Sport. Heureux d'être en Côte d'Ivoire, un pays qu'il a toujours apprécié. Le boxeur et champion MMA, Francis Ngannou, a été reçu en audience par le Premier ministre ivoirien, ministre des Sports et du Cadre de vie, Robert Begré-Mambé. Tout en félicitant le champion pour ses récentes performances lors de son mémorable combat à Riyad face à Tyson Fury, Robert Begré-Mambé a réaffirmé son engagement et celui du chef de l'État à soutenir toutes les initiatives visant à valoriser la jeunesse et le sport en Côte d'Ivoire et en Afrique. Ce fut déjà un plaisir, un immense honneur d'avoir été reçu par M. le Premier ministre et effectivement lui aussi qui a une vision très axée sur la jeunesse, sur le développement, sur ce qui est possible de faire aujourd'hui et aussi à travers le sport, bien qu'à travers d'autres activités, mais surtout à travers le sport. Et le ministre nous a promis de nous apporter son soutien avec la fédération ici présente et de nous accompagner dans les activités qu'on va prendre dans le but de développer le sport et de promouvoir le MMA et d'encourager les jeunes dans ce sens. Francis Ngannou, désormais dans le top 10 mondial du classement WBC de la boxe anglaise, entend soutenir plusieurs initiatives et promouvoir le MMA auprès de la jeunesse africaine et ivoirienne. Et cela commence par le championnat de l'intégration et de l'unité africaine qui s'ouvrira à Abidjan ce week-end et qui mettra aux prises les combattants ivoiriens aux combattants camerounais au Palais des Sports de Treichville. Enquête la primature et direction le Sénat de Côte d'Ivoire à Yamoussoukro. C'est là que se trouve le siège de l'institution. Les sénateurs étaient donc réunis hier en séance plénière de délibération sur 11 projets de loi et une proposition de résolution. Une séance présidée par la vice-présidente Sarah Sako Fadiga. Kader Sogodogo était sur place pour RTI. Jour de plénière au Sénat à Yamoussoukro, l'ensemble des sénateurs délibèrent sur 11 projets de loi, statut du corps diplomatique, fonction publique, environnement, hygiène, jeunesse et justice. Des secteurs importants dans la vie de la nation, qui constituent l'essentiel de l'ordre du jour. La séance est présidée par la vice-présidente Sarah Sako Fadiga. Au nom de la présidente du Sénat, son Excellence Madame Kandia Camara, saluer l'ensemble des sénateurs pour la bonne tenue de la toute première séance plénière de délibération de la deuxième législature. Nous avons adopté 11 projets de loi et une proposition de résolution. Et c'est beaucoup de choses pour la population de la Côte d'Ivoire. Surtout le projet de loi sur le statut général de la fonction publique et le projet de loi de portant statut du corps diplomatique aussi était attendu depuis plusieurs années par notre chers diplomates qui nous représentent à l'étranger. Par ailleurs, les sénateurs ont procédé à la modification du règlement du Sénat afin de l'adapter aux nouvelles exigences constitutionnelles et surtout renforcer l'efficacité de notre institution. Comme en commission, les 11 projets de loi soumis en plénière ont été votés à l'unanimité. Il est bon de noter que la proposition de résolution portant règlement du Sénat a fait l'objet d'un amendement.
Je vous le disais au sommaire, le nouveau système d'immatriculation initiale des véhicules gagne de plus en plus de terrain en Côte d'Ivoire. Après Abidjan, les usagers de Bouaké font connaissance avec ces nouvelles plaques qui sont conçues et posées sur place. Le top départ a été donné cette semaine au nom du ministre des Transports par Souleymane Touré, le directeur général du guichet unique automobile. On reste avec Kader Sogodogo. Le directeur général du guichet unique automobile et des agents rattachés au nouveau système d'immatriculation initiale des véhicules, NCIV, posant les plaques d'une moto et ensuite d'un véhicule. Entré en vigueur en Côte d'Ivoire le 1er juin dernier, ce nouveau système dépose ses valises à Bouaké, deuxième ville du pays. Tout commence par la carte grise. Une fois tous les documents fournis, elle est établie séance tenante. Nous avons commencé effectivement aujourd'hui l'impression des nouvelles cartes grises au niveau du guichet unique de Bouaké. Donc là, on va faire le test. Le dossier a été reçu de NCIV, nous l'avons traité. Donc là, nous allons procéder à l'impression de la nouvelle carte grise. La carte grise sécurisée, destination la salle de confession de la plaque. Les plaques, nous en avons de 3 types. Vous avez les plaques de type A, qui sont les plaques rectangulaires. Vous avez les plaques de type B, qui sont les plaques carrées. Et nous avons les plaques de type C, qui sont les plaques des motos. Les usagers ne laissent pas cacher leur joie. Je suis honoré d'avoir M. le directeur qui lui-même est à pied d'œuvre pour la première plaque. C'est un véritable honneur. Je suis heureux. Je n'ai que le mot remerciement. Le nouveau système d'immatriculation initiale des véhicules pour accompagner le développement de la Côte d'Ivoire. C'est un grand jour aujourd'hui pour les usagers de Bouaké qui attendent depuis quelques mois. Et le gouvernement, à travers le ministre des Transports, le ministre Amadou Koné, nous a instruit à faire en sorte que Bouaké, Korogo, Bouna, Odjene, Abengourou, Man et toutes les localités de Côte d'Ivoire puissent avoir une possibilité de faciliter l'immatriculation des véhicules. Et donc, après l'étape de Bouaké et Korogo, nous irons partout en Côte d'Ivoire pour mettre des bases afin que le nouveau système d'immatriculation soit une réalité pour toutes les populations de Côte d'Ivoire. À Bouaké et à Korogo, les deux localités qui lancent déjà le nouveau système d'immatriculation initiale des véhicules, la capacité de production est estimée à 100 plaques par ville. Et cela par jour, largement suffisant pour satisfaire les besoins dans ces deux villes. Le ministère des Ressources animales et halieutiques vient de procéder à la validation des outils de sensibilisation sur la fièvre de Lassa, la fièvre hémorragique de Crimée et Ebola. Au nombre de ces outils, des documents et kits de sensibilisation en langue locale, notamment en sénoufo, en malinké et en baoulé. Ces kits vont servir d'appui aux campagnes de sensibilisation avec pour objectif la surveillance épidémiologique. On voit cela avec Okambawa Godefroy. Les urgences liées aux maladies infectieuses d'origine animale, comme la fièvre Lassa ou encore la fièvre hémorragique de Crimée-Congo, peuvent rapidement évoluer si elles ne sont pas maîtrisées. Dans ce contexte, la prévention impliquant les populations s'avère une approche. Pour une bonne compréhension des consignes dans le cadre des campagnes d'information et de sensibilisation à travers le projet dénommé Ebo Sursis, des kits et des documents sont traduits en langue locale et adaptés aux communautés. Nous avions des supports pour former les communautés sur le terrain, des jeux interactifs qui seront déployés sur le terrain, qui vont permettre à la communauté de mieux comprendre les risques qui sont liés, par exemple, à l'utilisation ou à la chasse, qui nous prédisposent à la survenue de maladies, des comportements à risque à éviter. Ces initiatives qui se basent sur l'approche Une seule santé accompagnent le gouvernement dans la prévention et la lutte contre les fièvres hémorragiques. Le travail que nous accomplissons ici aujourd'hui contribuera à renforcer la sensibilisation de nos communautés aux risques et aux moyens de prévention liés à ces fièvres hémorragiques, notamment la fièvre hémorragique Lassa et le Crimée-Congo. Il permettra également de garantir que ces informations essentielles soient accessibles à tous,
quelle que soit la langue parlée. Au nombre de ces langues, le sénoufo, le malinké et le baoulé. Il s'agit des langues les plus parlées par les populations qui vivent dans les aires protégées, dans les régions de l'Est, du Sud et du Nord de la Côte d'Ivoire. Le ministère du Patrimoine, du portefeuille de l'État et des entreprises publiques veut améliorer la gouvernance des entreprises pour mettre fin aux déperditions des ressources financières de l'État. Pour réussir ce pari, l'une des premières initiatives est le renforcement du rôle des experts comptables, d'où cette réunion préparatoire afin de définir les modalités de la collaboration. Lanciné Bakayoko, reportage. Dans les réformes engagées pour améliorer la gouvernance des entreprises publiques, l'on observe la contribution de plus en plus marquée des experts comptables. En plus des travaux effectués par vos soins dans le cadre du commissariat aux comptes, votre contribution a été renforcée ces dernières années avec la mise en œuvre du principe de modulation des audits. Dorénavant, aucune entreprise publique ne peut rester plus de 3 ans, au moins sans subir un audit. La proportion des entreprises publiques dont les comptes sont approuvés dans les délais légaux est passée de 53% en 2020 à 69% en 2022. Je mentionnerai également l'amélioration de la régularité de la transmission des états d'exécution budgétaire trimestrielle avec un taux de transmission moyen de 98% en 2022 contre 95% en 2020. Ces entreprises publiques portent le tiers des investissements programmés au PN2 2021-2025, soit 16 000 milliards sur un total de 70 640 milliards de francs CFA. Les nombreuses réformes que vous avez initiées ont permis une amélioration indéniable et remarquable de la gouvernance et de la performance des entreprises publiques. On peut citer entre autres la réforme du cadre juridique, la professionnalisation de la fonction d'administrateur des entreprises publiques à travers le programme de certification de nos administrateurs. Malgré ce tableau encourageant, les experts comptables relèvent des difficultés liées, entre autres, au retard dans la dématérialisation des tâches et au manque de cartographie des entreprises. Un reportage signé Lanciné Bakayoko. Si vous faites un tour à Yamoussoukro, capitale politique de Côte d'Ivoire, vous ne serez assurément plus séduit par ces lacs qui faisaient autrefois sa fierté. Les tas d'ordures ont malheureusement pris possession des lieux avec pour conséquence logique la pollution des eaux ajoutée à une prolifération de végétaux envahissants. Le Centre ivoirien anti-pollution du ministère de l'Environnement s'est saisi de la question. Heureusement, un projet de réhabilitation vient donc d'être lancé pour tenter de restaurer l'équilibre écologique de ces lacs. C'est un grand reportage de Grace Kando qui était sur place au démarrage de ces travaux d'envergure. Après 230 km venant d'Abidjan par l'autoroute du Nord, Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire. Escale à la gare routière au centre-ville. Et la stupéfaction, le lac qui se trouve à proximité de cette gare est devenu toilette publique à ciel ouvert et dépotoir. Les passagers des cars qui débarquent à cet endroit ou en partance pour d'autres destinations ne trouvent pas meilleur endroit pour y effectuer leurs différents besoins. Les passagers ici, là, ils ont pris là comme, je ne sais pas, toilette publique, quoi. Tu vois, quand ils descendent seulement, c'est pour aller pisser, quoi. Alors que ce n'est pas normal. Toujours, les gens viennent ici pour ramasser les ordures, mais les passagers n'arrêtent pas de jeter les ordures partout. Ils jettent les ordures dans le lac. Tous ceux qui sont passants à Yamoussoukro, quand ils ont envie de boire, ils payent un sachet, et puis quand ils finissent de boire, ils jettent comme ils veulent. Voilà, et c'est ça qui fait que, bon voilà, souvent les sachets sont par terre. Les commerçants installés à quelques encablures de ce plan d'eau disent prendre des dispositions pour l'entretien de ce lac, des initiatives souvent foulées aux pieds. Ici, là, c'est nous, là, on cotise de l'argent pour balayer ici. Les passagers, là, ils descendent. Si on a dit qu'il ne faut pas venir pisser ici, là, elles commencent pour nous insulter. Ça coûte ça, là, maintenant, là, nous, là, on ne cotise pas l'argent encore, on laisse comme ça, là. Sensibiliser l'ensemble des populations, les professionnels des gares routières et les propriétaires de restaurants installés aux abords des lacs sur la nécessité de maintenir propres ces plans d'eau.
Les autorités préfectorales comptent prendre des mesures. Toutes ces activités contribuent à la pollution des lacs de Yamoussoukro. Donc il va falloir envisager des mesures vraiment rigoureuses pour appuyer les autorités locales, pour que, ensemble, dans une synergie d'action, on puisse adresser ces problèmes. Parce que tant que ces activités vont exister autour de ces lacs, on mènera toutes les actions possibles qui n'arriveront jamais à nous permettre de trouver des solutions vraiment durables à la question de la salubrité de ces lacs. Mais d'où viennent ces végétaux aquatiques qui envahissent ces plans d'eau de la ville de Yamoussoukro? Ces végétaux se produisent sur le milieu lui-même. Elles ont trouvé des milieux très favorables et ont commencé à proliférer. Ils sont devenus des végétaux aquatiques envahissants. Donc, c'est des plantes naturelles qui ont été importées par certaines activités et finalement qui ont trouvé des lieux très favorables à leur développement et finalement sont devenus des plantes invasives. Il y a beaucoup de nutriments dans ces cours d'eau, tous les déchets humains, les eaux usées issues de nos ménages qui transitent par des réseaux et qui aboutissent dans ces lacs. Tout cela concourt à la dégradation de la qualité du milieu et donc enrichit ce milieu. Pour lutter contre la pollution et l'ensablement de ces lacs, le Centre ivoirien anti-pollution, structure sous tutelle du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, a engagé un projet de réhabilitation des 13 lacs de Yamoussoukro. Objectif, débarrasser ces lacs des végétaux aquatiques. C'est un projet qui a été mis en place par le gouvernement et financé par l'État de Côte d'Ivoire à hauteur de 4,2 milliards et qui consiste à débarrasser les lacs des végétaux aquatiques envahissants qui enlaidissent l'image de ces lacs et l'image de la ville de Yamoussoukro. Ce projet est spécifique à Yamoussoukro. Il y aura d'autres actions qui vont être menées sur la lagune Ébrié, notamment contenir ces végétaux en amont de la ville d'Abidjan, parce que c'est des plantes saisonnières, de sorte à ce que pendant la période de la canne, qu'on ne puisse pas percevoir ces végétaux sur notre lagune cette année. Ces 13 lacs ont un rôle à la fois touristique et écologique. Le travail abattu pour leur embellissement porte ses fruits à la grande joie des populations. Bon, quand c'était ça ne nous donnait pas en tout cas le courage de venir voir les crocodiles en tout cas. Maintenant que c'est propre, ça nous a permis de venir voir comment ça se passe, quand les gens viennent regarder aussi, nous on a envie de venir aussi, parce que c'est propre maintenant. Tu peux rester ici voir les crocodiles, donc tu es libre de prendre tes photos comme tu veux. Aujourd'hui en tout cas c'est magnifique, c'est beau, les gens quittent de partout, venir admirer et on ne peut que remercier le chef de l'État, le gouvernement, vraiment c'est du bon boulot. Le district autonome de Yamoussoukro apporte également sa contribution dans la gestion des lacs de Yamoussoukro. Un plan de gestion des déchets est envisagé. Il ne s'agira pas seulement régulièrement avec le matériel que nous avons acquis d'enlever les légumes qui sont sur les étendues d'eau, mais il va nous falloir nous pencher vers les habitants de Yamoussoukro et leur apprendre à gérer différemment leurs déchets ménagers. Avec l'appui de partenaires extérieurs, le district autonome de Yamoussoukro entend accélérer cette opération d'assainissement. Nous avons, grâce à un fonds vert qui nous a été mis à disposition par les Pays-Bas, nous avons pu construire une usine expérimentale sur la plantation de Toumokro qui traite les végétaux aquatiques pour produire des engrais liquides et qui produit aussi de l'énergie électrique. Des actions qui trouvent leur prolongement dans celles que mène le ministère de l'Environnement, qui compte miser sur la sensibilisation. Les lacs ne sont pas des dépotoirs. Il faut éviter de connecter les réseaux d'eau usée à ces lacs. C'est ce qui est à la base de ce phénomène que nous constatons. Il va y avoir une grande campagne de sensibilisation des populations qui vivent à proximité de ces lacs sur les comportements qu'il doit en avoir pour éviter que ces lacs soient pollués. Des opérations de nettoyage ont été entreprises pour éliminer les déchets et débris nuisibles des lacs de Yamoussoukro. Reste maintenant aux populations de jouer leur partition par l'adoption des gestes éco-citoyens. La réhabilitation des lacs de Yamoussoukro en marche, un sujet de Grâce Kando et Célestin Frodo.
La pyramide sanitaire se traduit par la disponibilité des soins de santé de base au niveau des postes de santé, des soins secondaires au niveau des centres de santé et des soins tertiaires au niveau de l'hôpital régional. La Société ivoirienne de médecine générale et médecine de famille exige son respect, le respect donc de la pyramide sanitaire par l'ensemble de ses membres. L'association veut ainsi améliorer la prise en charge des malades. On en sait plus avec Kadi Koné et Alexis Ouedraogo. La Société ivoirienne de médecine générale et de médecine de famille veut redorer le blason du métier et s'inscrire dans une démarche continue d'amélioration du système de santé. Un système plus performant et accessible pour les soins primaires. Nous voulons valoriser le métier de médecin généraliste pour une prise en charge optimale de nos patients. C'est surtout pour la population que nous sommes là. Parce que plus le médecin généraliste est formé, puisque c'est lui qu'on voit en premier, plus la prise en charge est plus efficace et plus efficiente. En vue d'atteindre ces objectifs, l'association va s'implanter sur toute l'étendue du territoire, planifier des formations continues, développer la médecine de famille et sensibiliser les médecins généralistes au respect des lois et surtout de la pyramide sanitaire. Le médecin généraliste est la porte d'entrée du système sanitaire. C'est lui qu'on voit d'abord, c'est lui qui oriente. Il soulage d'abord et quand il ne peut pas, il oriente. Mais on ne se lève pas pour aller directement chez un spécialiste. C'est l'erreur qu'on fait. Parce que le médecin généraliste, pour une douleur thoracique, le malade peut avoir une douleur thoracique, il va penser que c'est un problème de cœur. Pourtant, ça peut être un problème pulmonaire, ça peut être un problème digestif. C'est avec les questions du médecin, avec son examen clinique, son examen physique, qu'il pourra effectivement savoir d'où viennent ces douleurs thoraciques et mieux orienter le patient. Créée le 27 mai dernier à Abidjan, la Société ivoirienne de médecine générale et de médecine de famille projette pour 2024 un atelier scientifique et son tout premier congrès. La journée mondiale de l'alimentation est une journée célébrée chaque année dans le monde entier, le 16 octobre, sous l'égide de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Cette année, la Côte d'Ivoire vient de célébrer l'événement à Dimbokro, au centre du pays, occasion pour le ministre Kobena Kwasi Adjoumani d'exhorter les populations rurales à la bonne utilisation des eaux naturelles, car c'est ce qui garantit de meilleurs résultats des cultures agricoles. Reportage Charles Tatou de la station régionale RTI Boaké. Cours de la préfecture de région de Nzi, cadre de la célébration de la journée mondiale de l'alimentation, acteurs du secteur de l'agriculture, population rurale, responsables des représentations de différentes structures du système des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Tous ont répondu présents à la cérémonie officielle des célébrations présidée par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières. Il est partenaire au développement de l'agriculture du pays de réaffirmer l'importance de cette célébration. Dimbokro, c'est cette ville chargée d'histoire qui a apporté une contribution importante au développement de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi cette célébration vient à point nommé. Aucune organisation, aucun gouvernement ni aucune institution n'est en mesure d'éradiquer seule la faim et la pauvreté. Un effort collectif est requis. Nous devons ensemble trouver des solutions. Quant au ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, il rappelle les efforts consentis par le gouvernement au profit des régions du Nzi, du Bélier et du Béquet en matière agricole. Plusieurs projets sont mis en œuvre déjà dans la région du Nzi, dont le projet de renforcement des moyens de subsistance des petits exploitants et des femmes. Les conséquences de cette situation sont connues de tous, à savoir la cherté des denrées alimentaires, les terres impropres à l'agriculture et la dégradation de l'environnement. Un défilé des membres de 17 associations de femmes du secteur vivrier a meublé la célébration.
On en vient maintenant au lancement de ce programme de formation à l'endroit des femmes à Tchan. Environ 200 femmes au total qui verront leur capacité renforcée dans les domaines d'économie sociale et solidaire, ce qui leur permettra le développement de leurs activités de commercialisation d'Atiéké. Comment cela se fera-t-il? Khalil Diomandé nous explique. Comment faire pour que les femmes à Tchan émergent? Comment faire pour que l'autonomisation aussi arrive du côté des femmes à Tchan? À ces préoccupations, la fondation Glory Impact Group décide d'apporter des réponses en lançant une formation à l'endroit de 180 femmes issues de 60 villages à Tchan. Cette formation vise à renforcer leur capacité en économie sociale et solidaire afin qu'elles fassent fructifier leur business d'Atiéké. L'économie sociale et solidaire est un facteur qui permet le développement durable, puisqu'il met l'humain au centre de toutes ses actions. C'est une solution qui pourrait répondre à la stabilité sociale et cette économie-là rassemble toutes ces entreprises, toutes ces organisations, toutes ces associations qui concilient solidarité, performance économique et utilité sociale. Et pour pouvoir permettre à ces femmes de transformer l'Atiéké, de le valoriser au niveau local et au niveau international, cela passe par une formation. Ce programme de formation était très attendu, au dire de la présidente de l'association des femmes à Tchan. On attendait de voir les femmes être bien formées avant de débuter tout le projet. Et elles ont envie d'aller de l'avant. Et nous remercions encore le président de Glory Impact qui nous soutient, qui nous accompagne, qui nous pousse à aller de l'avant. Et encourager en même temps nos sœurs pour que ces formations-là soient suivies afin que demain, on puisse les voir dans la pratique. La formation des femmes à Tchan sur l'économie sociale et solidaire débutera le 4 décembre prochain pour une durée de 2 mois. À l'issue, il est prévu l'inauguration d'une unité de transformation de manioc à leur profit. Le reportage de Khalil Diomandé est commenté pour vous par Sephora Zegui. L'ex-champion paralympique sud-africain Oscar Pistorius, 37 ans, a obtenu hier 24 novembre une libération conditionnelle effective à compter du 5 janvier 2024, 10 ans après le meurtre très médiatisé de sa petite amie Riva Steenkamp. L'ex-superstar du sport sud-africain qui avait été condamné à 13 ans et 5 mois de réclusion en 2017 par la Cour suprême d'appel à l'issue d'une longue saga judiciaire va bénéficier d'une liberté conditionnelle. Après examen, cette commission a donc considéré que, au vu de son comportement en détention et de ses déclarations, Oscar Pistorius est apte à bénéficier d'une libération anticipée. Voilà pour ce 13h. Merci de l'avoir suivi et à demain pour le grand journal du dimanche.